Janet Jackson, l'héritage brisé, secret, chagrin et la voix de la plus jeune sœur. Janet Jackson est une artiste et actrice primée, la plus jeune enfant de la célèbre famille Jackson. Après la mort tragique de son frère Michael Jackson en 2009, Janet a porté le poids du chagrin et d'un héritage complexe. Aujourd'hui, à 58 ans, elle brise enfin son silence, partageant des détails intimes sur leur relation qui choqueront le monde. Rejoignez-nous pour explorer les révélations émotionnelles du parcours de Janet, de Jackson Street à la renommée mondiale. Un des rêves d'enfance à la télévision, de Gary à Hollywood. Janet Damita Gio Jackson est née le 16 mai 1966 à Gary, dans l'Indiana, en tant que plus jeune des 10 enfants de la célèbre famille Jackson. La famille vivait dans une modeste maison de 2 chambres sur Jackson Street, naviguant dans la vie en tant que famille afro-américaine de la classe ouvrière. Sa mère, Catherine Esther Jackson, était une talentueuse clarinettiste et pianiste qui travaillait à temps partiel chez Sears tout en rêvant d'une carrière de chanteuse country. Son père, Joseph Walter Joe Jackson, était un ancien boxeur qui travaillait comme opérateur de grue chez US Steel, tout en jouant de la guitare avec un groupe local de R&B, les Falcons. L'histoire familiale de Janet est riche. Son arrière-arrière-grand-père, Julie Jackson Gall, était éclaireur pour l'armée américaine, selon les histoires familiales, un guérisseur amérindien. En grandissant, Janet avait 2 sœurs, Rebbie et Latoya, et 6 frères, Jackie, Tito, Germaine, Marlon, Michael et Randy. Un autre frère, le jumeau de Marlon nommé Brandon, est malheureusement décédé peu après sa naissance. La famille Jackson était de fervents témoins de Jéhovah, une foi qui a façonné leur éducation, bien que Janet se soit ensuite éloignée de la religion organisée. Dès son jeune âge, les frères de Janet ont formé les Jackson 5, et leur ascension vers la gloire a commencé dans la région de Chicago-Gary. En mars 1969, ils ont signé un contrat avec Motown et ont rapidement réalisé leur premier succès numéro 1. Ce succès a incité la famille à déménager dans le quartier d'Encino à Los Angeles. Bien que Janet ait d'abord rêvé de devenir jockey de course de chevaux ou avocate dans le divertissement, son destin sous les projecteurs est devenu évident. Sa première expérience sur scène a eu lieu à seulement 7 ans lorsqu'elle et ses sœurs ont performé au MGM Casino sur le Strip de Las Vegas. Cependant, sa relation avec son père était complexe. Joseph était souvent émotionnellement distant et avait une approche stricte de la parentalité, demandant à Janet de l'appeler seulement par son prénom, Joseph ou Joe. En 1976, elle a rejoint le casting de l'émission de variété The Jackson, marquant le début de son parcours à la télévision. Le grand tournant de Janet est survenu en 1977 lorsqu'elle a été choisie pour le rôle de Penny Gordon Woods dans la sitcom populaire Good Times. Elle a ensuite joué dans A New Kind of Family et a obtenu un rôle récurrent dans Diff'rent Strokes en tant que Charlène Dupré, des saisons 3 à 6. Elle a également joué Cléo Hewitt dans la 4e saison de Fame, bien qu'elle ait ressenti une indifférence envers la série en partie à cause du fardeau émotionnel de son mariage secret avec le chanteur R&B James DeBarge. 2. Se libérer, la transformation musicale audacieuse de Control. Lorsque Janet a eu 16 ans, son père, qui était aussi son manager, a arrangé un contrat pour elle avec AM Records. En 1982, elle a sorti son premier album, Janet Jackson, suivi de Dream Street 2 ans plus tard. Bien que ces albums aient eu un succès modeste, penchant fortement vers le bubblegum pop, ils n'ont pas permis à Janet de se libérer de l'ombre de sa famille. Après la sortie de son 2e album, Janet a pris la décision audacieuse de se séparer de la direction de sa famille. Elle a réfléchi ouvertement à cette transition en disant « Je voulais juste sortir de la maison, me libérer de mon père », ce qui a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Cela a marqué un tournant significatif. Désireuse d'établir sa propre identité, Janet s'est associée aux producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis pour son 3e album. En seulement 6 semaines, ils ont conçu Control, sorti en février 1986. L'album a rapidement grimpé à la première place du classement Billboard 200 et a obtenu une certification 5 fois platine de la RIA, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Control a été salué comme remarquablement audacieux et mature pour une artiste adolescente. Il a produit 5 singles dans le top 5, dont When I Think of You qui est devenu son premier succès numéro 1 au Hot 100. Pendant cette période, Janet a réussi à se défaire de l'étiquette de simple ombre de ses célèbres frères et sœurs. Les thèmes de sa musique reflétaient son parcours vers l'émancipation, particulièrement inspiré par une expérience traumatisante de harcèlement sexuel.
Janet a raconté un moment où elle a fait face à un harcèlement de rue, un danger qui est devenu réel. Au lieu de courir vers Jimmy ou Terry pour me protéger, j'ai pris position. Je les ai confrontés. C'est ainsi que des chansons comme Nasty et What Have You Done for Maître Latley sont nées, issues d'un sentiment d'autodéfense. La fusion innovante de dance pop, de musique industrielle, de hip-hop et d'influence R&B a non seulement défini Control mais a également aidé à ouvrir la voie au genre New Jack Swing. Les clips musicaux de l'album sont devenus des incontournables sur MTV, présentant des chorégraphies captivantes qui ont même permis à Paula Abdul de décrocher un contrat d'enregistrement pour son travail avec Janet. L'album a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la visibilité des artistes pop noirs dans la musique grand public. 3. Le coup de la gloire, l'enfance perdue de Michael. Tout comme Janet Jackson, Michael Jackson a eu une relation tumultueuse avec son père, Joe Jackson, connu pour sa discipline stricte. Joe veillait à ce que les répétitions de ses enfants soient longues et rigoureuses, les poussant vers la perfection. Cependant, cette quête incessante de l'excellence est devenue une source de profonds regrets pour Michael. Il exprimait souvent sa tristesse face à son enfance perdue, ayant l'impression d'avoir été précipité dans le monde des adultes trop tôt. Dans une interview franche, il a révélé « J'ai grandi sur scène, j'ai vu des filles se déshabiller, j'ai vu des combats, j'ai vu des gens vomir les uns sur les autres, j'ai vu des adultes agir comme des fous. » Ces expériences ont laissé une empreinte profonde, lui faisant ressentir qu'il était privé des joies simples d'une enfance normale. Malgré ces défis, l'exposition précoce de Michael lui a permis d'acquérir des compétences inestimables, sa capacité à performer sous pression, son attention méticuleuse aux détails et son engagement indéfectible envers son article. Pourtant, le prix qu'il a payé a été élevé, le conduisant à une quête de toute une vie pour l'enfance qu'il n'a jamais eue. Les Jackson 5 sont émergés comme l'un des plus grands groupes des années 70, signant avec Motown en 1968. Ils sont rapidement devenus un phénomène, avec leurs 4 premiers singles atteignant le numéro 1 du Billboard Hot 100. Après avoir connu un succès précoce chez Motown, ils ont décidé de partir et de signer un nouveau contrat avec Epic Records en 1976 sous le nom des Jackson. Cependant, c'est la carrière solo de Michael Jackson qui l'a véritablement établi. Sorti en 1979, son album Off the Wall lui a permis de se libérer de son image de pop sucré, mettant en avant un son et un style plus matures. Michael a coécrit plusieurs titres de l'album, démontrant sa créativité et sa vision. Off the Wall est devenu un succès critique et commercial, culminant avec son premier Grammy pour la meilleure performance vocale masculine R&B pour Don't Stop Till You Get Enough. Malgré la vente de plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, Michael estimait que Off the Wall aurait dû avoir un impact encore plus grand. Il était déterminé à élever la barre pour son prochain album. Il a lutté pour obtenir un contrat sans précédent lui accordant le taux de redevance le plus élevé de l'industrie musicale à l'époque, atteignant jusqu'à 37% des ventes d'albums. Cela a ouvert la voie à son album de 1982, Thriller, qui est devenu l'album le plus vendu de tous les temps. Finalement, Michael s'est éloigné des Jackson après l'album Victory et la tournée massive avec ses frères en 1984. 4 secrets de frères et sœurs, une histoire de 2 icônes. Janet Jackson a ouvert les portes de la relation complexe qu'elle entretenait avec son célèbre frère Michael dans son nouveau documentaire. Malgré leurs 7 ans d'écart, Janet révèle qu'elle et Michael étaient incroyablement proches durant leur enfance, inséparables en tant que meilleurs amis. Michael lui a même donné le surnom affectueux Dunk, dérivé de Donkey en lien avec son physique. Cependant, elle admet avec franchise que ses taquineries concernant son poids dépassaient parfois les limites, la laissant profondément blessée. Elle se rappelle des moments où Michael l'appelait par des noms comme cheval, Scoia et vache. Bien qu'elle essayait d'en rire, ses commentaires lui causaient une douleur intérieure. Leur relation a commencé à changer lorsque la carrière solo de Michael a décollé après la sortie de Thriller en 1982. Janet a senti une distance se former entre eux, décrivant cette période comme un moment où Mike et moi avons commencé à suivre des chemins séparés. Elle a remarqué que Michael n'était plus aussi joyeux qu'il l'avait été auparavant. Les accusations d'abus sur mineurs contre Michael en 1993 ont placé une immense tension sur leur relation fraternelle. Janet a partagé qu'elle était dévastée par ces accusations, mais aussi en colère parce qu'elles nuisaient à sa carrière naissante. Elle a expliqué qu'avant que les allégations ne surgissent, elle était sur le point de signer un contrat de sponsoring majeur avec Coca-Cola, qui aurait été le plus grand de sa carrière, mais l'entreprise a rapidement annulé. Coca-Cola a dit non merci. Coupable par association, n'est-ce pas, se souvient Janet.
Malgré le tumulte, Janet est restée aux côtés de Michael et ils ont collaboré sur la chanson Scream en 1995 en réponse à la tempête médiatique. Janet a noté que bien que ce fût la chanson de Michael, elle était là pour le soutenir. Cependant, leur réunion n'a pas duré longtemps, car Janet a commencé à se sentir isolée et étrangère lors du tournage du clip de Scream. Janet a révélé que l'équipe de Michael l'avait délibérément séparée, l'empêchant de voir le processus de tournage de Michael. Michael filmait la nuit tandis que je tournais le jour. Sa maison de disques a bloqué son plateau, donc je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Il ne voulait pas de moi sur le plateau, a déclaré Janet. Elle a ressenti qu'il favorisait intentionnellement un sentiment de compétition et d'hostilité entre les frères et sœurs, ce qui l'a profondément attristée. Je voulais retrouver les vieux jours entre nous, mais ce n'était plus le cas. Même si Scream est devenu un énorme succès mondial, cela n'a pas suffi à réparer la rupture dans leur relation. 5. La vérité derrière l'apparence, vitiligo et chirurgie. L'un des aspects les plus discutés de la vie personnelle de Michael Jackson était le changement notable de la couleur de sa peau, attirant une attention médiatique significative et suscitant des spéculations publiques. Dans sa jeunesse, la peau de Jackson était d'un brun moyen, mais à partir du milieu des années 1980, elle a commencé à s'éclaircir. En 1983, le docteur Arnold Klein, dermatologue de Jackson, a observé les premiers signes de vitiligo, une affection qui provoque des taches de peau sans pigment. En 1986, Jackson a été confirmé comme ayant du vitiligo. Pour gérer les taches inégales, Jackson utilisait un maquillage de couleur claire, peut-être, des crèmes prescrites pour blanchir la peau. Ces crèmes aidaient à dépigmenter les taches, et combinées au maquillage, elles lui permettaient d'obtenir un teint plus uniforme, apparaissant souvent assez pâle. Malgré ses efforts, Jackson a fait face à un examen et à des critiques incessants, soutenant constamment qu'il n'avait pas intentionnellement blanchi sa peau. Lors d'une interview en 1993 avec Oprah Winfrey, Jackson a déclaré « Quand les gens inventent des histoires disant que je ne veux pas être qui je suis, cela me fait du mal. » L'apparence physique de Jackson a subi d'autres changements. Il a ouvertement reconnu avoir subi 2 chirurgies de rhinoplastie, la première pour améliorer sa respiration et sa tessiture vocale, et avoir fait ajouter une fente à son menton. La perte de poids notable de Jackson dans les années 1980 a soulevé des spéculations selon lesquelles il souffrait d'anorexie mentale. Selon sa mère, Catherine Jackson, Michael s'est tourné vers ces chirurgies pour traiter le teint inégal causé par le vitiligo. Après la mort de Jackson en 2009, les rapports d'autopsie ont confirmé son diagnostic de vitiligo et ont révélé divers autres traitements esthétiques qu'il avait subis. De la même façon, les rumeurs sensationnelles ont abondé. En 1986, l'histoire selon laquelle il dormait dans une chambre à oxygène hyperbare pour ralentir le processus de vieillissement a captivé le public. Jackson a nié les allégations, affirmant que l'image était un cliché promotionnel pour un projet spatial, mais l'histoire a persisté, ajoutant à la mystique de son mode de vie. 6. De la gloire à la tragédie, le côté obscur de la célébrité. Les luttes de Michael Jackson contre l'addiction étaient une partie profondément tragique et significative de sa vie, affectant gravement sa santé et sa carrière. Sa dépendance aux analgésiques a commencé après un tragique accident survenu lors du tournage d'une publicité pour Pepsi en 1984, où un dysfonctionnement pyrotechnique a causé de graves brûlures sur son cuir chevelu. Pour faire face à la douleur des chirurgies reconstructrices, Jackson s'est tourné vers les analgésiques. Au fil du temps, sa consommation a augmenté, notamment en réponse au stress immense provoqué par les allégations sexuelles de 1993. En novembre de cette année-là, la combinaison de ces allégations, de problèmes de santé et de sa dépendance croissante aux médicaments, l'a contraint à annuler les dates restantes de sa Dangerous World Tour. En mars 2009, au milieu des spéculations persistantes sur ses finances et sa santé, Jackson a annoncé une série de concerts de retour très attendus intitulés 10 ici à Londres. Toutes les dates de concerts se sont rapidement vendues. Tragiquement, le 25 juin 2009, moins de 3 semaines avant le début des concerts, Michael Jackson est décédé d'un arrêt cardiaque dans sa maison louée à Holmby Hills, Los Angeles. C'est L'amour d'une sœur, l'hommage de Janet Jackson à Michael. Après la mort tragique de Michael suite à une overdose en 2009, Janet a continué à honorer son héritage et leurs relations complexes à travers divers hommages et performances. Peu de temps après la disparition de Michael, elle a livré une interprétation poignante en solo de leur duo Scream lors des MTV Video Music Awards 2009, un hommage sincère à son frère bien-aimé. Pour célébrer ce qui aurait été le 60e anniversaire de Michael en 2018,
Janet a sorti une nouvelle version du clip vidéo de son tube de 1992, Remember the Time. Le jour de l'anniversaire de Michael en 2020, Janet a partagé un message émouvant sur Instagram, « Tu me manques, grand frère ». Au début, Janet a enfoui ses émotions comme mécanisme d'adaptation. « J'ai finalement commencé le processus de deuil. J'étais à Paris, et c'était l'un des moments les plus difficiles, a-t-elle révélé. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Pas un seul. » Lors d'une nuit cathartique à Paris, elle s'est plongée dans les clips et les chansons de Michael, comme une forme de thérapie. « J'ai passé toute la nuit à Paris à regarder tous ses clips et à écouter sa musique. Il y a eu des moments où j'ai pleuré et d'autres où j'ai ri. C'était bon pour moi. J'en avais besoin. » Même si elle le pleure quotidiennement, Janet comprend qu'elle doit trouver un moyen d'aller de l'avant tout en gardant la mémoire et l'influence de Michael vivante dans son cœur. Leur relation était complexe, oscillant entre proximité et distance au fil des décennies. Le processus de deuil de Janet consiste à célébrer la vie extraordinaire et le talent de Michael, tout en étant honnête sur les luttes et la douleur qu'ils ont tous deux affrontées. « C'est un processus lent, mais je suis déterminée à faire en sorte que l'héritage de mon frère vive dans mon cœur », a déclaré Janet. Bien qu'elle ait également évoqué la compétition, la jalousie et la douleur qui ont parfois façonné leur relation, il est clair que l'amour entre ces deux grands talents a transcendé même la mort tragique de Michael. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Quelle partie de l'histoire vous a le plus surpris? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.